pris le livre, je vais te laisser exposer. Et voilà comment ça va se passer. Après ton exposé, avant que tous les autres posent la question, je laisse seulement ceux qui sont d'abord devant la presse. Donc, Cheikh Fita, mon frère Zouzi, et ceux qui ont posé des questions. Ensuite, nous allons nous tourner vers la masse pour poser les questions. Je passe. Merci beaucoup. Je voulais d'abord m'excuser de ce retard qui est dû à un débordement de ma volonté. C'est tout simplement parce que je devais aussi être reçu aujourd'hui par notre compatriote Tshisekedi. Et comme vous savez, dans les Méandres, il y a eu, comment dirais-je, un petit bouleversement au niveau du rendez-vous. Voilà, j'ai été reçu, j'étais très content de le voir, un monsieur en forme. Et quand je l'ai vu, il reflétait tout ce que je pense et tout ce que j'ai pu écrire dans son livre. Je voulais d'abord essayer de vous remercier. Vous avez pris votre temps de venir nous écouter. Peut-être vous aurez des questions pour pouvoir poser, notamment sur ce qui nous a poussé à écrire ce livre à l'hommage d'une personne que nous estimons être une légende vivante. Je tiens aussi à remercier Mitch et l'ensemble de son organisation pour nous avoir invités à ce sujet. Voilà, comme Mitch disait qu'il fallait que je puisse faire une petite introduction sur ma personne, mais c'est parfois très difficile. Je pense que je l'ai eu une fois avec mon frère Désiré Zouzé, lorsqu'il m'a invité à son émission. On ne sait jamais bien parler de soi-même. C'est un exercice assez difficile et j'ai bien peur parfois d'exagérer dans la présentation et que je puisse être considéré comme un rentable. J'ai bien peur aussi qu'on me dise mais pourquoi vous êtes sous-estimé. Donc je vais quand même essayer de m'adapter à cet exercice qui n'est pas assez aisé. Puisque nous parlons de l'écriture, je préfère qu'on reste dans le monde de culture. J'ai eu, vers les années 97, 98, à organiser dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel, qui est un programme de l'ONU, un programme qu'on a appelé Shogun. Donc c'était un programme qui permettait à ce qu'il y ait une certaine intégration du peuple congolais. Nous avions monté un programme qu'on a appelé Shogun. Et c'est un programme qui était animé tous les dimanches à l'hôtel intercontinental. Il permettait à ce que nous puissions présenter de différentes gastronomies congolaises. Mais au-delà de ça, on a fait des danses folkloriques. J'ai été moi-même surpris de voir la richesse que nous avons au Congo, qui pour moi est une richesse de valeur ajoutée à ce que nous avons naturellement. Par exemple, le peuple Ndandé que je n'avais jamais connu, pourtant j'ai une sœur qui est mariée à Ndandé. Ils avaient une forme de danse dans laquelle l'homme était assez mince. Mais lorsqu'il dansait, il arrivait à gonfler son ventre comme une femme enceinte. C'était extraordinaire et très riche en couleurs. Voilà, j'ai vu aussi des gens comme les ballets de la Tomba, qui est un ballet exceptionnel et très riche en couleurs. Voilà, ça c'était dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel. C'est un programme que nous avons eu à travailler avec l'UNESCO. Et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous avons eu, avec mon organisation, à travailler avec le PNUD, le Programme des Nations Unies du Développement. Et je voulus faire la recherche de la pauvreté. Il fallait d'abord savoir de quelle pauvreté souffrait le Congolais.
Et donc j'ai eu à faire une étude évaluative sur le taux, l'état et la forme de la pauvreté. Pardon? Non, pas un verre d'eau, c'est parce que j'ai couru avant de venir ici, est-ce que j'étais déjà en retard et j'étais vraiment désolé. Excusez-moi. Donc je disais, nous avons fait une étude évaluative sur le taux, l'état et la forme de la pauvreté que souffrait réellement la République démocratique du Congo. Et les résultats ont présenté des indices réels apparentés à la pauvreté culturelle. Donc je ne parle pas ici d'une culture qui a trait à l'identité culturelle d'un peuple, mais une culture de développement. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette étude que nous sommes arrivés à sortir notre premier livre, intitulé « L'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo ». Alors il y a un petit sous-titre « Le rôle de l'école ». Et dans ce livre, il y a des anecdotes qui font rire. Lorsque nous parlons d'un pays qui est riche, qui est immensement riche, pour ne pas dire scandaleusement riche, mais nous avons un peuple qui ne sait pas développer cette richesse. Nous avons chez nous un fleuve qui regorge un grand nombre de poissons, qui ne meurent pas d'asphyxie, mais qui meurent de vieillesse. Et nous avons le plaisir de faire importer des poissons qui viennent sous forme gelée, dégelée, surgelée, surgelée, et parfois qui nous arrivent sous forme cancérogène, et que nous avons le plaisir de pouvoir manger. Pire, lorsque les volailles ici sont mangées, on mange la chair, mais on coupe les scorpions pour pouvoir envoyer le congolais. Et nous avons le plaisir de pouvoir voir ça comme mets sur la table de nos enfants. C'est une forme de pauvreté. Vous savez, la pauvreté, on n'a pas l'unanimité sur sa définition. Elle est multiforme, pluridimensionnelle. Mais cette pauvreté-là, quand elle permet à réduire un être humain à ne pas arriver à se développer, on doit se poser la question, pourquoi? Et c'est le but qui nous a poussé à écrire ce livre, où nous avons démontré la destruction du système d'enseignement qui permet à l'être humain d'acquérir le savoir qui permet à développer le mental pour après pouvoir partager avec les autres. Donc c'est cette pauvreté qui n'a pas permis d'acquérir ce qu'on appelle une culture de développement. Voilà pour en passer. Je reviens sur ce qui nous a poussé, en fait, à écrire le livre sur le docteur Étienne Tshisekedi. Vous savez, je suis un économiste, mais je m'adonne beaucoup plus à l'économie du développement culturel, du développement de l'être humain, de l'ensemble de ce qu'il est, de ce qu'il peut être aussi pour son pays. Et comment on va le faire? Moi, j'ai encore dans mes oreilles notre ancien président qui avait dit qu'après moi, c'est le déluge. Et j'ai voulu d'abord savoir c'était quoi ce déluge, parce que ce n'était quand même pas le déluge comme nous l'avons connu, comme nous le connaissons au niveau de la Bible. J'ai voulu savoir c'était quoi le déluge. Au fond, dans mes études personnelles, j'ai fini par découvrir que les études étaient l'ensemble d'une certaine génération, moi y compris, du Congolais, qui n'avait pas la culture de la défense de la patrie. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui nous avons des jeunes qui se sont réveillés. L'amour de leur pays est là, mais ils n'ont pas une connaissance comment la défendre. J'étais ahuri dans les différents voyages que nous faisons régulièrement, où nous sommes invités pour pouvoir défendre notre pays, notamment chercher des solutions sur les crises, pour comment sortir de cette crise qui paralyse la République démocratique du Congo.
Alors, un des derniers voyages où j'ai eu rencontré aussi beaucoup de nos compatriotes qui sont très efficaces. J'étais ahuri dans les différents voyages que nous faisons régulièrement, où nous sommes invités pour pouvoir défendre notre pays, notamment chercher des solutions sur les crises, comment sortir de cette crise qui paralyse la République démocratique du Congo. Alors, un des derniers voyages où j'ai eu rencontré aussi beaucoup de nos compatriotes qui sont très efficaces mais qui ne sont pas dans le Facebook, nous avons été reçus à l'ONU et une dame qui, pendant que nous discutions, nous parlait de Etienne Tshisekedi Omulba. Nous étions au nombre de 6. Alors il nous a dit une chose. Vous savez, il dit, vous savez que cet homme-là, on écrira des tomes et des tomes sur sa personne. Il a commencé comme ça. Et un des collègues pose pourquoi vous dites ça? Il dit parce que cet homme, nous parlons de lui quand même ici. Et nous savons que c'est un grand monsieur, même si le monde n'a pas encore reconnu. Alors, en poursuivant la discussion, elle nous révèle une chose. Elle dit que Etienne Tshisekedi, à l'instar des autres grands comme Mandela et Gandhi, il y a une différence. C'est que Mandela est un grand président qui a été reconnu, un grand défenseur de la liberté du peuple sud-africain, mais Mandela a quand même utilisé les armes pour pouvoir se faire remarquer ou pouvoir défendre sa cause. Et il nous parle de Gandhi. Il dit que Gandhi c'est un grand pacifiste, reconnu aussi au monde. Mais Gandhi a eu quand même plusieurs fois l'occasion de pouvoir fuir son pays, aller en exil. De ces deux choses, notamment les armes et l'exil, on n'a pas vu ça chez Etienne Tshisekedi. Il a toujours combattu dans son pays, malgré la férocité de la dictature. À aucun moment il a fui son pays pour aller en exil. Et il est resté pacifique, toujours dans le même combat, celui de la démocratie pour l'instauration de l'état de droit. J'ai eu la chair de poule, parce que je le savais. Mais on aille me le révéler par quelqu'un d'autre à des milliers de kilomètres de mon pays, elle ne doit avoir des fautes dessus. Quand je suis revenu des États-Unis, on a un peu discuté avec des amis, mais je ne leur ai pas dit ce que je voulais faire. Je suis resté longtemps en train de méditer qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer d'élargir la communication que je venais de recevoir de cette dame. À un moment, j'ai pensé à faire des vidéos, mais je ne suis pas un spécialiste des vidéos, moi j'écris. Je me suis dit, mais écrire, qu'est-ce que je vais écrire? Comment je vais écrire? Je ne suis pas sûr. Ceux qui sont avec moi sur Facebook auraient remarqué à un moment, je me suis désactivé de Facebook parce qu'il fallait que je puisse être inspiré, savoir comment, qu'est-ce que je pouvais même relater ce que j'ai entendu, mais comment écrire pour essayer de faire passer ce message mais sous forme écrite par des choses que je connaissais. Voilà que dans les recherches que j'ai eu à mener pendant 3 ou 4 mois, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de cet homme. Notamment le nombre de fois qu'il a été arrêté, le nombre de fois qu'il a été relégué, le nombre de fois qu'il a été molesté pour une seule chose, la démocratie, l'instauration de l'État. Je peux vous lire juste quelques anecdotes, je n'ai pas
pu apprendre. Parce que dans le livre, je m'adresse en fait à lui. Je m'adresse à lui en tant que compatriote. Je lui dis, cher compatriote, parce que j'ai essayé de relater un peu comment il a commencé son combat. Moi, j'ai commencé plutôt à partir du moment où il y avait contestation, détresse parlementaire, et les relégations qui ont commencé à partir de ce moment. C'est là où je commence. Et dans ce livre, je n'ai pas ajouté, je n'ai pas inventé, je n'ai pas voulu être fanatique. J'ai relaté. Et vous verrez que dans ce livre, chaque fois je dis, l'histoire retiendra que. C'est la raison pour laquelle j'aurais bien voulu, quand il y aura des débats, que ce soit des débats sur ce que j'ai écrit. J'ai donné des dates, j'ai donné des lieux, j'ai donné des moments et des raisons pour lesquelles la personne a été molestée, a été arrêtée, a été reléguée. Cette souffrance dans sa chair, cette souffrance dans son moral, avait un seul but, de pouvoir lui enlever son moi. Or, il a dit une seule chose qui m'avait d'ailleurs très impressionné au niveau de la conférence nationale souveraine, c'était le pardon qu'il accordait à tous ceux qui lui ont fait le mal pour sa lutte contre la dictature, pour l'instauration d'un état de droit. C'est très grandiose. Quand je relis ce livre que j'ai écrit moi, j'ai chaque fois cher de tout, je me dis, est-ce que je l'avais écrit dans un état second? J'ai des larmes qui me coulent. Je dis, mais cet homme est extraordinaire. Et c'est à la fin que j'ai fait mes commentaires après avoir relaté tout ce qu'il a souffert. Nous aimons tous la vie. Pour un petit rien, je ne pense pas qu'on est prêt à pouvoir se dire non, écoute, je vais me sacrifier. On pense d'abord à soi-même. Mais à aucun moment il a pensé à lui. D'ailleurs, j'ai bien compris qu'il avait déjà commencé son esprit de la démocratie à partir de textes qu'il avait écrits en 1967, le texte de la manifeste de Marseillais, que beaucoup parlent et que beaucoup n'ont jamais lu. Mais dans ce texte, on voit déjà que la démocratie avait commencé parce qu'il avait prévu ce qu'on appelle un deuxième parti. Et nous connaissons tous ce qui s'est passé à un moment. C'est qu'il fallait qu'il soit déplacé, éloigné, pour qu'on puisse changer le texte. Parce que ces mêmes textes ont été repris dans la première constitution de la République du Zaïre, où le professeur Liao avait repris les termes de la conférence nationale, de manifeste de Marseillais, sur le deuxième parti qui devait être créé. Voilà que, excusez-moi, ils ont saisi l'opportunité qui leur a été offerte, notamment par un discours solennel du président Mobutu, où il parlait lui-même qu'il fallait qu'il y ait la démocratie. Et à partir de ce discours, les 13 parlementaires ont écrit, enfin les 13 parlementaires, c'est-à-dire il y a des gens qui ont écrit, et puis 13 qui ont signé. Et encore, si on sait très bien, ça je sais rajouter personnellement, ils n'avaient pas encore fini les signatures, on leur avait arraché cela, la lettre, et qui a été diffusée après. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi comme souffrance? On leur enlevait tout leur bien, leur dignité, on les a relégués. Et nous savons tous ce qui s'est passé en ce moment, comment ils ont été molestés et renvoyés très loin dans leur village. Mais lui, il a subi plusieurs endroits, notamment à Kisangani, à Paris-Boutou, vous aurez l'occasion de le dire, plusieurs endroits, plusieurs années. Je vais aller assez rapidement, quelque chose qui a été très important. C'est qu'il est resté cohérent. Sa cohérence dérangeait même ceux qui étaient proches de lui.
Parce qu'on se pose la question, parfois on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on désire? Et on remarquera la plupart des personnes qui aimeraient la jouissance, parfois on pense, je dois penser à ma famille pour savoir, mais voilà. Il y a d'autres qui ont, tout au long du chemin, qui ont pu abandonner, et lui, il est resté cohérent dans une seule idée. Il faut qu'il y ait la démocratie dans ce pays, et il faut qu'il y ait l'instauration de droits pour qu'il y ait ce qu'on appelle le progrès social. Nous avons aujourd'hui des gens, moi je voyageais dans le Congo profond, je peux vous raconter des anecdotes personnelles. J'avais des camions où je faisais le bandundu carrément pour acheter les maniocs, tout ça. J'allais jusqu'au vol à Chikapa, partout. Je connais, c'est comme ça que je parle un peu les Kingunda, je parle un peu les Kikongo, donc un peu les Kisakata aussi, parce que je faisais un peu tout ce chemin-là. Là, je me faisais passer pour un lieutenant de l'armée. Et personne ne touchait les camions. Moi-même, j'étais avec une Jeep devant, 10 camions derrière, je disais là, camion à lieutenant. Et je me faisais passer pour quelqu'un qui connaissait des grands personnages au niveau de l'armée, de la sécurité. Et lorsqu'on voyait là, aussi bien on te lieutenant, tu vas avoir des problèmes. Et on ne touchait pas beaucoup. Je prenais plaisir aussi de jouir de ce que je pensais qui était bien. Mais alors, quand on réfléchit, on voit justement qu'on ne jouit pas de non-droit. Parce qu'on arrivait dans certains endroits, je suis désolé aujourd'hui de le dire, je peux faire chicoter, ça se chicoter c'est en français belge, fouetter des gens en tant que lieutenant. Et quand j'arrivais dans une ville, la première chose que je faisais, c'est que j'allais voir le colonel de la circonscription militaire, je me présentais comme un ancien lieutenant enveloppé. Ceux qui connaissent le mot enveloppé, c'est-à-dire les gens qui avaient rappelé dans les enveloppés. Donc je me présentais, qu'est-ce que je faisais après? Donc ce colonel, je lui apportais des sacs de manioc, des trucs de riz, donc j'étais connu. Pour moi, donc il savait, c'était un lieutenant. Et j'allais voir, par exemple, le chef de la garnison militaire, il est mort pour celui-là, je me suis présenté aussi, et je lui apportais chaque fois de sacs de manioc, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que je les avais déjà moralement corrompus. Et ce qui fait que personne, aucun militaire ne pouvait toucher, aucun policier ne pouvait toucher. Est-ce que nous devons continuer à vivre ces genres de choses? C'est un grand problème. Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ces personnes qui sont à Bojala, de ces personnes qui sont à Akeki, qui sont à Féchi, qui sont partout, qui sont en train d'être molestées par peut-être un simple militaire? Et il n'a pas de droit pour pouvoir, il n'a pas d'occasion, il n'a pas d'opportunité, il n'a pas non plus de voix pour pouvoir faire valoir ses droits. C'est ça l'état de droit. C'est un mot qui paraît banal, mais c'est un mot qui englobe l'ensemble de la dignité d'un être humain. Et c'est le combat que mène M. Etienne Tshisekedi. Bon. Voilà, je ne veux pas trop m'attarder. Je voudrais quand même dire aussi que dans ce livre, j'ai pris ce soir dire que dans son combat, il n'a pas été seul. Comme on dit toujours, derrière un grand homme se cache une femme. Mais dans son cas, je pense qu'il se cache une grande dame qui a aussi souffert dans sa chair, dans sa psychologie, son morale, pour pouvoir élever seuls les enfants aux valeurs de la démocratie, aux valeurs bantoues, éloignées de leur père. Ce n'est pas facile pour une femme. Et il devait être aussi écarté de tous les amis pour ne pas leur apporter des difficultés. C'est facile à raconter, mais je pense que quand on essaie de fermer les yeux et d'y penser, c'est pas facile à vivre. Voilà, pour ne pas m'attarder. Ce livre a au moins 80 photos en couleur.
je les ai retracés, en fait, j'ai essayé de faire une petite historique d'abord sur la République démocratique du Togo, notamment avec le tout premier président de la République démocratique du Togo que les gens ignorent, le compatriote Joseph Kasavubu. Et je parlais un peu aussi de Lumumba et de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et dans ce livre, j'essaie aussi de parler un peu de la communauté internationale et Etienne Tshisekedi. Mais je parlais un langage diplomatique, hein, donc je pense que des gens comme Henri Nzouzi, qui est diplomate, lui, il pourra mieux comprendre. Je pense que tout le monde pourra arriver à comprendre parce que c'est un livre qui suscite l'envie d'aller faire des recherches au-delà de ce que j'ai écrit. Chose bizarre, je l'ai écrit dans le livre. Dans le cas de la République démocratique du Congo, la communauté internationale prend le plaisir de dire que ces irrégularités ne changent pas l'ordre d'arrêté, et cela est sorti de la bouche d'un ministre des Affaires étrangères belge. C'est touchant. Ça fait très mal. Parfois, on se pose la question, sommes-nous humains ou non? Qui sont les peuples congolais? Est-ce que nous sommes des extraterrestres? Est-ce que nous faisons peur? Pourquoi? Pourquoi on doit nous empêcher le droit de réfléchir, le droit de raisonner, le droit de penser, le droit de nous exprimer? J'ai compris que cela était aussi un crime humanitaire. Mais c'est à nous de le faire savoir. Et il y a un grand travail que nous sommes en train de faire avec notre organisation là-dessus. Voilà pour ne pas monopoliser la parole. Mon cher ami, je vous remercie encore une fois pour tous. Je n'ai plus beaucoup de livres. Vous m'avez demandé d'amener 100. On avait imprimé en auto-édition, c'est-à-dire que c'est l'association qui a édité assez rapidement parce qu'il était important que nous puissions éditer au mois de janvier. Mais il y a d'autres, les mêmes, ressortira avec les éditions Albert Michel au mois d'avril. Donc on avait 1000 livres, on n'en a plus. Et il nous reste, je suis venu avec 25, je pense qu'il n'y en a presque plus 25, je pense qu'il y en a 20. Ceux qui ont l'occasion de lire, je pense que, comme moi, vous serez touchés. J'ai été ému de voir à Lyon, où j'étais aussi reçu par un de vôtres pour pouvoir présenter le livre, une fille suisse qui est venue de la Suisse. Je vous mettrai des photos sur Facebook. Pendant que je parlais, j'ai vu cette fille en train de pleurer. Je n'ai pas compris. Quand il est venu après, il dit, monsieur, je suis content de vous voir. J'ai été touché par ce que vous avez écrit au dos de votre livre. En fait, qu'est-ce que nous avons écrit? J'ai écrit ceci. Souvent, c'est quand une personne n'est plus de ce monde qu'il devient important de rendre hommage à sa mémoire et de rappeler ses bienfaits. Nous aimerions autant que le monde découvre le parcours d'un illustre personnage encore parmi nous, défenseur des droits nationaux, qui a consacré plus de 35 ans de sa vie sans s'exiler à mener un combat pacifique contre les dictatures de son pays pour l'instauration d'un État de droit. Il dit, monsieur, c'est ça qui m'a poussé à quitter la Suisse pour venir ici. Et cette fille m'a acheté 2 livres. Mieux, sur l'ensemble de livres, bon, on a vendu une centaine, peut-être à Lyon, mais sur l'ensemble de livres, excusez-moi, je n'ai pas vu des grands fervents de Etienne Tshisekedi avoir acheté. La plupart, ce sont des Occidentaux. Et je remercie mon ami qui est dans la salle. Son organisation aussi a pu avoir au moins 300 livres. Il a voulu quand même venir personnellement aussi voir le président. Il était avec moi, c'est un ami français. Et j'étais très ému de voir 2 Chinois, je dis bien 2 Chinois, commander le livre. Un qui s'appelait Xi, je ne sais pas Xi. Donc ça, en fait, c'était une joie pour moi. Une joie pour moi. Parce que c'est que j'ai écrit afin que le monde ignore comment ça faire son chemin. Voilà, je vous remercie. Radio Côté, merci infiniment, grand frère, Luigi Balaga, félicitations pour ce livre. J'ai 2 petites questions en fait. La première, on a très bien compris qu'il s'agit en fait d'une chronique, je dirais des souffrances et de nombreux déboires qu'a vécu
le président Étienne Tshisekedi durant ces années de lutte. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez volontairement occulté son bilan, je parle en termes d'action politique, aussi bien lorsqu'il était en situation que lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'opposition et qu'il a eu à faire des choix qui n'ont pas toujours été judicieux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on sait de lui, et c'est quelque chose qui est connu de tous, qu'il a un jour déclaré qu'il fallait se prendre en charge. Or, on a quand même le sentiment que les... Je voudrais juste aller par l'anecdote. La situation de la République démocratique aujourd'hui est un chaos. Donc on est tous d'accord. Et dans ce livre, j'ai écorché un tout petit peu ce chaos nous vient-il. Parce que nous avons toujours l'impression de pouvoir oublier d'où vient le chaos et pourquoi il y a le chaos. Ça ne peut pas être géré par un seul homme. Mais je voudrais justement commencer par une anecdote. On est dans une brousse perdue. Le vieux dit au jeune, monte sur mes épaules. Le jeune monte sur les épaules. Essaie de voir quelle est la direction. Et le jeune dit, ah, c'est par là. Il dit qu'il descend les épaules. Ils suivent la direction, ils arrivent au village. Je vais te retourner la question. De ces deux-là, qui est celui qui a fait l'effort pour revenir au village? Nous avons souvent l'impression de croire que la vieillesse physique est source du repos. Mais nous avons des jeunes physiques qui sont déjà très vieux, qui sont incapables même de réfléchir. Je vais utiliser le terme de genou. Dans les cas, mais ce n'est pas leur faute. C'est une pratique qui est devenue une culture, qui fait partie du déluge. La réussite facile. La grande partie de cette jeunesse que vous parlez, j'encourage parce que je le suis aussi. J'en vois. Je me présente, costume, cravate, je cherche un homme politique occidental, je prends des photos avec Géry. Demain, je dis, Gabriel Malibaya. Pourquoi pas? Mais pas pour défendre cet homme, mais pour revenir de ce qu'il est. Je vous retournerai à la question. Présente-moi un seul jeune qui a souffert comme ce monsieur, qui est resté cohérent comme ce monsieur, et qui s'est dit, maintenant, nous devons mettre en place l'instauration d'un état de droit. Dans la plupart que je connais, ils vous présentent ce qu'on appelle le projet de société. Mon frère Henri, tu peux en faire le projet de société. Mon frère Henri, ce livre, si tu le lis, est un projet de société. Je peux aussi commencer à dire, mais choisissez-moi. Parce que moi, j'ai dit tout ce qu'il faut pour que la République démocratique du Congo puisse être remise sur les rails. Mais on oublie une chose. C'est que ce monsieur, Étienne Tshisekedi, dit une chose. Avant de pouvoir construire une maison, il faut d'abord que nous puissions construire les fondations. Or, nous manquons les fondations. C'est ce que j'appelle, moi, les institutions fiables et viables. Or, c'était le rôle de la conférence nationale souveraine. Je vais te donner une anecdote, peut-être que tu te rappelles. Lorsque Étienne Tshisekedi a été élu Premier ministre de la conférence nationale souveraine, rappelez-vous ce qui s'est passé. Tous ceux qui détenaient les plans de l'État sont partis seuls, sans injonction, vers l'être. On oublie.
Dites-moi ce phénomène, c'est quoi si ce n'est pas la confiance que le peuple vous donne. Et on a vu la baisse du dollar et l'évaluation, la révalorisation de la monnaie locale. Et les denrées alimentaires au marché ont baissé des prix. Si ce n'est pas une joie, une confiance, si ce n'est pas, moi qui suis très spirituel, si ce n'est pas divin, c'est quoi? Donc c'est pour dire aujourd'hui, la vieillesse d'année ne signifie pas vieillesse de l'esprit ou de l'idée, parce que nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont jeunes, mais qui sont déjà très vieux, qui sont prêts à pouvoir compromettre. Or, lui n'a jamais compromis. Ils sont prêts à pouvoir lâcher prise. Or, lui n'a jamais lâché prise. Puisqu'il est toujours là et qu'il continue à combattre, à lutter, à faire beaucoup d'actions pour l'instauration de l'état de droit, je pense qu'il a aussi droit, parce qu'il n'y a pas un âge pour pouvoir cesser de défendre son pays. Voilà la réponse que je peux dire. Oui, c'est Chef Hitler fois invité Congolais de Belgique. D'abord, félicitations pour l'ouvrage, parce qu'effectivement, c'est pas une sécure que de passer de nuit blanche, de finir, de toiletter, d'envoyer chez l'imprimeur, de financer, de distribuer et de faire la promotion d'un ouvrage. Bon, comme je n'ai pas lu, je ne peux pas poser une question, je n'ai pas lu, mais je veux juste quelques informations en attendant que je les lise. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes parties du livre? C'est d'abord l'introduction, j'ai essayé de l'introduire, et puis j'ai essayé de parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo et la conservation de l'obscurantisme. D'ailleurs, qu'on remarque jusqu'aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, j'ai eu un ami qui était un grand ami, mais qui est devenu colonel de la police, qui est arrivé à Lyon, qui a eu honte et peur de me voir, mais qui a quand même dit aux autres personnes, Jean-Louis est celui qui insulte notre président, il doit quand même avoir le respect à notre président. Vous voyez, l'obscurantisme, même un policier qui croit que son président ne peut pas être... Voilà. Alors, vous avez le point 3, je parle de la Deuxième République, c'est-à-dire l'avènement de la Deuxième République. Le point 4, la rupture avec la Deuxième République et création de l'UNEPES. La rupture de Étienne Tshisekedi, justement, avec la Deuxième République. Donc ça, c'était le point 4. Le point 5, c'est le parcours du combattant d'Étienne Tshisekedi pour la démocratie. Parce qu'à un moment, je parlais jusqu'à la création de l'UNEPES. Et dans le livre, je dis, je ne suis pas venu ici pour parler de l'UNEPES, mais pour parler de vous, mon compatriote Étienne Tshisekedi. Alors, le point 6, c'est la chute de la Deuxième République. Faire son sommet en République démocratique du Congo, je pense que vous étiez informés lorsque nous avons été au tribunal contre eux. Mais il y a un autre livre qui arrive pour parler de l'échec du 4e sommet. Si nous écrivons, c'est tout simplement parce que c'est un devoir délégué. Parce que nous devons savoir aussi s'aimer dans les temps et dans l'espace. Nous n'écrivons pas pour nous faire valoir et avoir des postes ministériels, mais nous avons un devoir divin, c'est celui de léguer aux générations futures des traces sur lesquelles ils peuvent se pencher, ou ils peuvent carrément se pencher pour pouvoir construire et défendre notre pays. Donc nous avons le point 8, c'est la communauté internationale et la lutte pacifique d'Étienne Tshisekedi pour la démocratie et les droits humains. Et le point 9, c'est le rôle de maman Marthe Kassalou, son épouse, à côté de son mari. Parce qu'on oublie le soutien moral qu'on peut avoir d'une femme qui vous soutient. Et cette femme a souffert de la même manière qu'Étienne Tshisekedi. Et pouvoir élever seuls les enfants loin de leur père, c'est pas donné. Après, nous avons le point 10 qui est notre reconnaissance et nos éloges. C'est là où nous faisons justement nos éloges et c'est là où nous faisons notre hommage à l'homme. Et nous avons fini par le point 11 qui sont nos voeux à ce grand personnage.
historique de notre pays. Voilà, le 11 fait peut-être partie du numéro 11. Oui, mais ça fait partie des 11 titres que nous avons pu ressortir pour pouvoir écrire ce livre. Micro du pasteur Bobo. D'abord, je vous remercie pour votre livre. Vous m'avez écrit et j'ai répondu à votre invitation. Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? C'est ma première question. Et ma deuxième question, en fait, vous avez fait beaucoup de recherches en écrivant ce livre. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi lui-même, M. Étienne Tshisekedi Mulumba, n'a pas écrit un livre? D'accord. Merci. Si je comprends bien, il y a deux questions. Pourquoi avoir écrit ce livre Maintenant? Oui. Le timing, quoi. Je pense que je l'avais dit tout à l'heure. Je pensais que vous étiez derrière votre caméra. Donc, j'avais essayé d'expliquer l'émotion que j'ai eue avec certains de mes compatriotes lorsque nous avons été reçus à l'ONU. Une dame nous parlait d'Étienne Tshisekedi alors que nous-mêmes, nous sommes Congolais, nous pouvons parler de lui. Il faut dire que ce monsieur est mon modèle, en fait. J'ai vu la cohérence qu'il avait, et je pense que je suis aussi un monsieur assez cohérent. Les amis me connaissent un peu, Jean-Paul Bofunda qui est là, Désiré Zoudi me connaissent. Justement, j'ai le pasteur qui est là aussi, Saint-Louis, me connaissent. C'est-à-dire qu'une cohérence, et je voulais avoir un modèle, et ce modèle, je l'ai vu que c'était Tshisekedi. Et j'ai été très touché de voir qu'on parle de mon modèle à l'extérieur du pays, et quand cette femme a dit qu'on écrira des tomes et des tomes, je me suis dit, je préfère donner un coup de voix de cet homme. Ce livre sera considéré comme un brevet, et on dit qu'un brevet apporte d'autres brevets. Ça, c'est la première question. Maintenant, parce qu'il n'y a pas un temps, il n'y fallait pas que ce soit avant, il ne faut pas spécialement que ce soit après. C'était le moment. Et le moment était maintenant. Et nous avons avec nous, et nous vivons avec nous, avec une légende. Et c'est là où j'ai repris le texte de notre héros, Patrice Emery Lumumba, dit que l'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas ni de l'Occident, ni de la Belgique, mais par les propres fils de l'Afrique. Et je le vois mal, après que cette femme nous ait parlé comme ça, qu'elle se mette à écrire avant moi. Ah oui. C'était voir en place, pasteur Rogo. Ça fait mal. Déjà, quand elle a dit, là je suis en train de rire, mais je ne vous décris pas, je refuse de vous perdre les émotions que j'ai eues. Tu connais comment je suis très émotif. Donc, je me suis dit, il faut que je donne le coup d'envoi. Ma question est que, est-ce bien ou pas? Si c'est bien, alors merci pour, je rends gloire à Dieu, parce que ceci sera quand même aussi ce qu'on appelle les traces que nous laissons à la jeunesse. Nous sommes derrière nos frères africains, mais là, je suis spécialement encore plus fier, plus heureux, parce que celui qui a écrit ça, c'est un frère congolais. Et à chaque fois que je vois, il y en a eu beaucoup qui ont écrit les chèques FITA, il y a beaucoup, auxquels je n'ai pas hésité à présenter, à faire des conférences tout autour. Et quand j'ai vu ça, j'ai contacté votre frère qui est ici, Jean-Luc Chimalaga, que je connais, je l'ai vu, nous avons... les familles se connaissent personnellement, les familles se connaissent, et ce n'est pas l'Europe qui va le changer, mais j'étais vraiment fier, cher frère, pour ce travail, parce que je sais combien ça coûte de prendre même une heure de réflexion pour écrire, je sais combien ça coûte, combien c'est difficile. Et au nom de tout notre peuple, au nom de l'UDPS et au nom du peuple congolais, je te dis merci.
que ce ne soit pas la première ni la dernière. Il y a tout un tas de choses à écrire, parce que nous-mêmes, nous devons refaire notre histoire, réécrire notre histoire, l'histoire congolaise. L'auteur termine son livre par ces vœux. Tous les pays ont leurs propres héros qui ont marqué les époques et les événements. Quant à vous, cher compatriote Étienne Tshisekedi, votre nom sera gravé sur le fronton du Panthéon de la RDC en tant que défenseur et grand promoteur de la démocratie.